Bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes, la presse disponible en kiosque ce matin également. Alors, la nouvelle expression parle de tests anti-Covid-19. Les kits portés disparus, c'est le titre proposé par le journal. Mais le tabloïd explique que des passagers ayant atterri à l'aéroport international de Douala dans l'après-midi de vendredi 26 mars 2021 n'ont pas été soumis aux tests à l'arrivée, comme l'exige d'ailleurs le protocole en vigueur au Cameroun, faute des kits de tests Covid. Alors, le remake de 2020 au tout début de cette pandémie au Cameroun. C'est ce qu'on découvre également en page 3 du journal ce matin. Le même journal parle également de crise anglophone avec la détresse des entreprises, que ce soit donc pour les sociétés publiques ou privées, vandalisées. Aucune mesure de sauvetage. En page 4, on parle de succession également. Le premier candidat, le pasteur Kennedy et Jacha, donc veut remplacer Ni John Fundi à la tête du Social Democratic Front. On lit la suite en page 11 du journal ce matin qui parle aussi de la région du Sud avec la pression du délégué général à la Sécurité nationale. Margangele demande donc de mener une lutte contre tous ceux qui ne respectent pas les mesures contre le Covid-19 dans cette partie du pays. C'est à lire dans le journal. C'était lors de l'installation du délégué régional pour la Sécurité nationale pour cette région. On parle de Covid-19 également avec le Cameroun et ses vaccins. Donc on parle du gouvernement pourrait donc avoir recours à 3 vaccins contre le coronavirus et on s'intéresse à Djombe Penja avec un avocat pressenti, maître René Manfo serait donc pressenti pour remplacer le défunt Paul-Éric Kingé en page 5 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Vision économique qui enquête sur le financement de l'économie. Le Cameroun perd environ 655 milliards de francs CFA d'après la Banque mondiale. C'est un dossier que je vous invite à lire en page 6 du journal. Le même journal s'intéresse également au paiement des impôts avec Luipol Motazé qui menace donc de sanctionner les banques qui prélèvent notamment des commissions indues. C'est en page 3 du journal Vision économique qui est en kiosque ce matin. Le journal Éco-Santé qui en kiosque s'intéresse à Douala avec l'hôpital et district de Dedo en quête de nouvelles infrastructures. Le journal est revenu également sur le sujet ce matin. Tout un dossier pour comprendre ce qui ne va pas. Cette formation sanitaire hyper fréquenté, propre également accueille donc une bonne dose de personnes, pratiquement 5000 par mois, 5000 patients qu'elle reçoit chaque mois à cause notamment de l'étroitesse de ces infrastructures. On parle donc de ce qui doit être fait, pas de spécialistes assez, notamment d'urologues et même de pneumologues. Donc ces spécialistes ne sont pas disponibles à l'hôpital du district de Dedo et on parle également d'une ambulance qui manque aussi dans cette formation sanitaire. Autant de difficultés que rencontre cette formation sanitaire au cœur de la ville de Douala. C'est le journal qui propose le dossier ce matin. Je vous invite à lire, qui parle également de vaccins contre Covid-19. Et là, Johnson va donc livrer jusqu'à 400 millions de doses à l'Afrique. C'est ce que le journal propose également ce matin. Toujours dans la presse que vous aurez à lire, il y a l'essentiel Covid-19. Faisons-nous tester. C'est le titre que propose le journal L'Essentiel ce matin. Et puis le messager revient et parle donc de dialogue inclusif, le cri de cœur des femmes. Marie-Louise Eteki Otabela, au nom des femmes, un nouveau dialogue national est donc demandé par ces femmes. C'est ce que le journal propose en page 6 ce matin. On s'intéresse à autre sujet proposé par le quotidien Le Messager. Mutation parle d'électricité. Vivre avec le noir, c'est ce que le journal propose ce matin. Le journal fait savoir qu'au-delà de Yaoundé et Douala, comment les populations de Bertoa, Bafoussam et Bolova, Kribi vivent donc le calvaire des coupures d'énergie électrique. C'est à lire dans le dossier de la page 4 à la page 6 du journal en kiosque ce matin, donc disponible aussi. Tout comme le quotidien Le Jour qui parle de denrées alimentaires, le pain, le poisson, le plantain plus cher encore. On le découvre dans le dossier proposé par le journal aussi. Et on parle de la filière bois. Où sont passés les documents sécurisés? C'est une question que se pose également le journal Le Jour. Émergence parle de Covid-19. Question autour du vaccin à lire dans le journal après l'enquête menée par le tabloïd. C'est dans le numéro de ce matin. Le journal Cameroun Tribune, pour sa part, parle de tests négatifs, parlant donc des acteurs politiques et mesures barrières. La suite est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 6 à la page 8 de ce numéro. Et également le journal L'économie quotidien qui en kiosque parle d'infrastructure, éducation, santé et sécurité, les fruits de la coopération Cameroun-Chine 50 ans après. Le point de la situation est fait donc dans le journal en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Celle
que nous avons reçu à notre rédaction. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour à Camille Nélé, bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons avec un plaisir égal tous les jeudis. Tous les mardis. Merci. Merci d'être avec nous ce mardi, Donald Brice. Bonjour, Camille Nélé. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour, Donald Brice Kamgan. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais surtout bonjour à tous les Camerounais qui doivent savoir que la nouvelle vague de Corona est plus violente que celle de l'année dernière. Vous voyez comment de nouveau on se met à enterrer les gens à la va-vite après 1-2 jours. On voit comment les gens ne désemplissent pas dans les hôpitaux. Et je peux vous dire que moi-même, je suis une victime. J'ai mon cousin direct, ce Georges Eboué, qui a été admis à l'hôpital il y a 3 jours. Il est mort hier, on l'enterre tout à l'heure. Donc il faut que vraiment les gens fassent attention, que les gens prennent conscience que ce virus est vraiment là. Les gens doivent respecter les mesures barrières, porter le masque, se laver les mains et surtout la distanciation sociale. Parce que même si vous êtes vacciné, vous savez très bien que ceux qui vaccinent disent que même si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas à l'abri de notre contamination. Donc, on va parler tout à l'heure. Le mieux, c'est le respect des mesures barrières. Proposé par la presse, la nouvelle expression qui parle donc de tests anti-Covid-19 avec les kits portés disparus. C'est le titre que nous propose le journal ce matin. Oui, la nouvelle expression ce matin, on va dire, un pied dans la fourmilière. Vous savez que la question de la disponibilité des kits est dans l'actualité en ce moment. Le fait le plus récent dans cette affaire, c'est l'arrivée vendredi dernier via l'aéroport international de Douala de la délégation rwandaise qui doit prendre part aujourd'hui même à la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Les Rwandais affrontent aujourd'hui même la sélection du Cameroun dans le cadre de cette compétition-là. Eh bien, cette délégation est arrivée vendredi et l'ensemble de cette délégation n'a pas été soumis, comme le protocole camerounais l'exige, aux tests obligatoires à l'entrée du Cameroun. C'est un scandale, il ne faut pas avoir peur des mots. Au moment où on parle justement de la résurgence de la pandémie avec cette deuxième vague qui serait plus dangereuse d'en croire les personnels de santé au Cameroun. Alors, nous parlons là d'environ une trentaine de personnes au bas mot qui sont passées, on va dire, entre les mailles de ce protocole, pas de leur faute pour cela, mais du fait que au moment où ils sont arrivés, il n'y avait pas de kit de dépistage. C'est ce qu'a dit ce matin un haut responsable de l'aéroport international de Douala qui a été joint au téléphone par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui relaie les plaintes de nombreux Camerounais également qui sont également victimes de ce qu'on pourrait appeler le calvaire de l'indisponibilité des kits. Il y a effectivement des conséquences pour ceux qui voyagent, mais aussi pour ceux qui restent au Cameroun, puisque la trentaine de personnes dont nous parlons n'ont pas été confinées, n'ont pas été surveillées au plan sanitaire par les responsables en charge de la riposte contre le coronavirus. On imagine que s'il y a des personnes qui sont positives parmi cette trentaine de personnes que compte au moins la délégation rwandaise, c'est clair qu'ils se baladent tranquillement sur notre territoire et les risques de contamination sont donc très importants. Le journal évoque également ce matin le cas des compétitions de football. Vous savez que la Ligue 1 et 2 sont en cours et plusieurs matchs n'ont pas pu se tenir. L'exemple de la confrontation entre UMS de Loum et New Stade de Douala ou encore Canon Sportif de Yaoundé UMS lors de la 3e journée de la Ligue 1, les conséquences sont très importantes et on n'observe pas que cela émeut particulièrement les autorités en charge de cette question. On reviendra tout à l'heure sur cette question plus en profondeur. Voilà, donc déjà au niveau de la délégation régionale de la santé, quelques informations qui nous parviennent font état de ce que les personnes ont été testées quelques heures après. Donc après leur départ de l'aéroport, mais il y a eu des tests juste pour ces personnes-là, des joueurs, et en même temps on parle aussi de ces équipes de football sur le plan local qui ont quand même des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de tests. On a entendu de la bouche des responsables au niveau régional de la santé. Alors Camille, c'est quand même un problème. Laisser entrer les gens, on ne sait pas qui ils ont touché, avec qui ils ont parlé entre-temps, donc de l'aéroport à leur hôtel, et c'est l'encadrement également qui a eu l'occasion ou le temps de faire quelques tours dans la ville aussi, peut-être avant ce test. C'est un gros problème. Vous savez très bien comment ça a commencé l'année dernière au Cameroun, avec
une équipée de personnes qui sont rentrées de France, qui ont été même accueillies par le gouverneur de la région du littoral, qui lui-même, entre-temps, a d'ailleurs été contaminé, vous vous souvenez très bien. C'est comme ça que le Covid est entré au Cameroun. Alors imaginez 30 personnes qui sont entrées, qui n'ont pas pu être testées dès leur descente d'avion, pour savoir si elles sont positives ou pas. Et maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie pas que ce n'est pas seulement les 30 personnes. Il fallait maintenant tester en réalité tout l'équipage, tous les passagers de l'avion, pour savoir, parce s'étant retrouvés dans le même habitacle pendant plusieurs heures, le virus aura pu avoir le temps de circuler. Donc, c'est très grave ce qui s'est passé, et ce genre de choses mérite une sanction. Comment peut-on donc expliquer que l'aéroport international, qui est la porte d'entrée du Cameroun, où justement ce texte ne devrait pas, ne devrait pas manquer, comment peut-on donc se trouver en situation de rupture? Donc ça, c'est autant de choses moi je pense que c'est facile de dire les responsables de la santé. Non, c'est des individus chargés de cela, ceux qui sont chargés de ces tests. Dès qu'ils sentent que le stock est en train de diminuer, qu'ils prennent des dispositions. Mais ils ne peuvent pas mettre le pays dans une situation aussi embarrassante, dans une situation qui met pratiquement le pays à la portée d'un nouveau virus, peut-être même d'un variant. Alors, donc, le journal qui parle de ces tests, l'équipe portée disparue, en tout cas, c'était au moment de l'arrivée de cette équipe. Vous voulez ajouter quelque chose, Donald? Oui, disons que même dans les pays qui ont une certaine capacité de ressources économiques et des plateaux techniques plus relevés, on a souvent eu des tensions sur la disponibilité des tests. Mais dans le contexte camerounais, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un manque, total de transparence sur la question. L'année dernière, le ministère de la Santé publique a annoncé au début de la campagne de tests qu'on avait reçu 20 000 tests. Sauf que même dans les milieux, dans les cercles de la santé au Cameroun, très peu de personnes étaient capables de vous dire comment est-ce que ces tests ont été repartis. On apprend d'ailleurs, alors que plusieurs unités de prise en charge n'ont pas assez de... les centres spécialisés, la Quintini, pour le cas de Douala, la Quintini, l'hôpital général et l'hôpital gynéco, où on fait des analyses, ils n'ont pas assez de liartifs, ainsi de suite, où il n'y a pas assez de kits, que le gouvernement aura reçu 50 000 tests. Comment cela est reparti? Quelles sont les priorités? Si les postes à l'aéroport ne reçoivent pas de tests, combien de fois les districts de santé qui sont chargés de faire les prélèvements, combien de fois les centres spécialisés, les unités de prise en charge, comme on les appelle au Cameroun. Donc, tout cela demande effectivement une communication pour rassurer les uns les autres sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Il peut arriver qu'il y ait des tensions dans la réponse au niveau de la disponibilité des tests, mais si cela est su, il faut bien pouvoir dire ce qui est fait pour que les conséquences ne soient pas graves pour le reste des citoyens. C'est un problème de communication. Mais aussi, s'il y a une crise, est-ce qu'il y a un système de rationnement qui est mis en place? Quelles sont les priorités? Ce sont les questions auxquelles le ministre devrait pouvoir répondre pour rassurer les uns et les autres. Alors, donc c'est le titre de la nouvelle expression, les kits portés disparus, parlant des tests anti-Covid-19. Il faut dire aussi, Flavien, pour terminer, que l'autre conséquence, c'est que il y a une prolifération de faux tests. Vous entendez de plus en plus parler des faux tests dans les unités de prise en charge, dans les aéroports, ainsi de suite. La conséquence, justement, c'est l'opacité dans la gestion des tests. Et cela aura pour principale conséquence de rallonger le nombre de contaminations. Alors, on va lire le titre de l'essentiel ce matin. Faisons-nous tester. C'est ce que l'essentiel propose. Il faut le faire, Camille. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en l'entame de cette émission. Oui, faisons-nous tester, parce qu'il y a plein de patients qui sont déjà des porteurs sains, mais qui ne le savent pas, et qui attendent, et dont le mal ne va se déclencher que quelques temps plus tard. Ne parlons pas des personnes qui sont en situation de comorbidité, hypertendues, diabétiques, insuffisants rénaux, cardiaques et tout cela, qui sont vraiment des victimes les plus indiquées pour le Covid. Non, faisons-nous tester, c'est-à-dire qu'il est encore préférable que quelqu'un connaisse son statut et commence à prendre des dispositions. Bon, surtout en nous faisant tester, moi je dis aussi que là le plus important aussi, c'est que chacun teste aussi son système immunitaire. Il faudrait que les gens fassent des examens sanguins pour connaître le nombre de leucocytes et des lymphocytes qui sont dans ce sang. Parce qu'un système dans lequel les globules blancs sont inférieurs aux globules rouges, c'est un système qui est pratiquement sans défense. Et c'est des personnes justement qui ont un système sans défense qui tombent le plus facilement face au
Covid. Alors, très bien. Pour sortir de ce sujet de Covid, il y a également Émergence qui parle du Covid-19. Question autour du vaccin. Et là, le Cameroun, selon bien sûr le journal, va recevoir pratiquement trois variantes, trois types de vaccins. Quel est le meilleur qui permettra aux Camerounais d'être notamment à l'abri de cette pathologie? Ça reste une question. Aujourd'hui, on parle donc de la nouvelle expression qui parle du Cameroun, et ces vaccins en même temps, le gouvernement pourrait avoir justement recours à 3 vaccins contre le coronavirus. Oui, nous avons appris que toutes les options sont sur la table. Le choix camerounais, c'était le vaccin suédo-britannique AstraZeneca, qui est le résultat des recherches menées par la Suède et la Grande-Bretagne, sauf que les effets secondaires qui ont été détectés chez les malades qui ont reçu ces vaccins-là dans les pays occidentaux ont entraîné la suspension de son administration dans beaucoup de pays européens. Manifestement, dans l'esprit de cette mesure conservatoire qui a été prise, entre autres par la France, l'Italie, l'Allemagne et bien d'autres pays européens, au moins une vingtaine aujourd'hui, amener les autorités camerounaises à mettre en veilleuse le projet d'administration de ce vaccin. Entre-temps, le ministère de la Santé publique a requis l'avis du conseil scientifique. Le groupe des 11 s'est réuni et s'est prononcé en faveur d'un délai supplémentaire. C'est comme ça que c'est écrit dans leur rapport transmis au gouvernement il y a quelques semaines. Ce délai supplémentaire-là devrait permettre, d'après le conseil scientifique, de pousser les investigations pour voir comment se comportent les variants, ainsi de suite. Et manifestement, nous sommes, il faut le dire, nous sommes un peu alignés sur la stratégie européenne occidentale, puisque chez nous, lorsqu'on parle de ces examens, ces investigations qui les mènent, avec quels moyens, nous n'avons pas les moyens de concocter un vaccin, comment d'analyser profondément les effets secondaires qui pourraient résulter de l'administration de AstraZeneca à nos compatriotes. Alors, nous semblons dire, voilà un peu ce que les autres vont faire et puis on réagit. Alors, le Cameroun, paraît-il, serait dubitatif, en tout cas, dans le choix du vaccin. Le Cameroun observe et essaye de suivre. Comme l'a dit Donald Brice, le Cameroun s'aligne sur la tendance mondiale. Mais la tendance mondiale, c'est au moins 3 vaccins pour le moment. Mais ces 3 vaccins-là, eux-mêmes, les spécialistes le disent, ces vaccins-là ne prémunissent pas contre un Covid-20 ou un Covid-21. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, ça ne veut pas dire que la variante britannique, dès qu'elle arrive, ou la variante sud-africaine arrive, vous êtes à l'abri. Et puis n'oublions pas, et ça aussi c'est une réalité qui donne froid au dos, c'est que ce vaccin-là n'est en expérimentation que depuis 1 an. 1 an, est-ce qu'on a eu le temps d'analyser tous les éventuels effets secondaires? On ne le sait pas très bien. Et quand j'entends dire que le vaccin est efficace à 70%, 79%, 90%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé ça pendant combien de temps, sur combien de personnes? J'ai vu l'interview d'un scientifique à qui on a demandé, oui, mais si vous êtes en train de donner des pourcentages d'efficacité, vous avez fait des essais sur qui? Ils ont dit, non, nous avons fait des essais en laboratoire sur les animaux et sur les Africains. Alors maintenant, sur quoi peut-on attester que tel vaccin est efficace à 90% ou 90%? Et les 90%, cela veut dire, et les autres 10%, c'est quelle marge? Non, en réalité, le vaccin aujourd'hui, nous sommes en train de nous aligner parce que c'est la tendance mondiale, c'est la tendance de l'OMS, c'est la tendance qui fait que, bon, il faut bien faire quelque chose. Mais ce n'est pas une garantie à 100%. Encore que, vous le savez très bien, un vaccin est préventif, il n'est pas curatif. Donc, je pense qu'un accent devrait plutôt être mis sur l'aspect curatif qui fait que si quelqu'un a atteint le Covid, qu'on voit comment le prendre en charge. Nous avons chez nous la solution de Monseigneur Cléda, qui a fait des miracles, mais on semble la bouder, ou bien peut-être que le Conseil scientifique mondial ne regarde pas le côté curatif, il regarde plutôt le côté préventif, qui lui-même est difficile à évaluer aujourd'hui. Donc nous sommes dans une situation assez floue, mais bon, nous sommes obligés de faire comme les autres, n'ayant pas de plateau technique scientifique susceptible de trouver ou d'apporter quelque chose de nouveau sur le plan expérimental. Voilà. Il faut dire que les enjeux financiers et économiques sont très importants. Il ne faut pas se le cacher autour de cette question du vaccin. On a d'ailleurs appris que le gouvernement, en dehors de AstraZeneca, qui est entre guillemets le principal vaccin, va recevoir 2 autres, Sputnik V, russe, et puis Johnson Johnson qui est américain. On sait aussi que depuis fin 2020,
il y a une offensive diplomatique de la Russie avec la présence dans les couloirs des ministères. Il y a donc dans le premier ministère, le ministère de la Santé, de hauts responsables russes. En premier chef, le ministre russe des Affaires étrangères qui a mené une diplomatie de couloir pour faire retenir le vaccin Sputnik dans le package du Cameroun. C'est clair que ce vaccin sera administré au Cameroun. La question pour l'instant, c'est lequel? Oui, voilà. Mais moi, il y a une dernière question, Flavien Volnongo. Le vaccin sera administré au Cameroun. Le vaccin sera-t-il payant? Ceux qui vont être vaccinés vont-ils payer? Bien vont-ils acheter? Ou alors c'est l'État camerounais qui va acheter? Parce que c'est l'État camerounais qui achète. On va livrer le vaccin, mais le Cameroun paye. Ça veut dire, comme l'a dit Donald, c'est une énorme opération financière qui va faire qu'on vous donne des vaccins, mais vous payez après. Donc ça veut dire que autour de cette maladie qui fait frémir la planète entière, il y a aussi une très grosse affaire dessous. On est en train de travailler, le laboratoire est en train de travailler pour fabriquer des vaccins, 1 million, 2 millions, 3 millions, 50, 100 millions, mais sur 100 millions-là, ils vont entrer dans leur seau. Ils ne font pas de la philanthropie. Et voilà, donc officiellement, on parle du programme. Dans le journal ce matin, le Cameroun et ses vaccins, donc c'est en page 9 de ce numéro, et en même temps, le journal Émergence qui parle des questions autour du vaccin. Difficile justement de pouvoir trouver ou de répondre à ces questions, mais seulement quelques éléments de réponse sont contenus dans les tabloïds. Alors, il y a un journal qui revient également, Éco-Santé, qui est un journal spécialisé, qui parle de l'hôpital de district d'Edo, qui manque des spécialistes, on le voit bien. Il y a donc l'hôpital, je vais dire un pneumologue, un neurologue, et également il n'y a pas d'ambulance pour cette formation sanitaire qui est au cœur de la ville de Douala. C'est très grave. C'est très grave parce que la crise des spécialistes est quelque chose de consubstantiel à notre système de santé. Les chiffres sont sans appel sur la question. D'abord, pour les médecins de façon globale, même les généralistes, ils sont passés nombreux par rapport à la demande. Nous sommes très loin des standards mondiaux. Davantage encore pour les spécialistes. Alors, dans une région comme l'extrême nord, je crois qu'il n'y a qu'un seul cardiologue, même si à une époque il n'y en avait même pas, il y a 2 ou 3 ans il n'y en avait même pas. Si à Douala on manque de spécialistes à l'hôpital de district de Deido, qui est quand même, après les hôpitaux de référence, un hôpital de premier plan dans la ville de Douala, c'est quelque chose de très préoccupant, à la fois pour la population, mais également qui devrait préoccuper les acteurs de la santé publique. Deido est en plein cœur de Douala et a un taux de fréquentation qui est très, très important et mérite toutes les attentions possibles. Mais cette dame qui est arrivée il y a quelque temps après le scandale que l'on sait avec l'élève décédé du lycée bilingue de Deido, doit pouvoir justement porter ses doléances devant les autorités sanitaires. C'est ce qu'elle semble faire. C'est une très bonne chose. Le district de santé de Deido est exposé au choléra qui sévit aujourd'hui dans plusieurs districts de santé dans la ville de Douala. Il est important de renforcer le plateau technique et de mettre à la disposition de cette formation sanitaire de premier plan toutes les ressources à la fois techniques et humaines dont elle a besoin pour son fonctionnement efficient. Oui, mais quand vous faites le constat, il n'y a pas de médecin. Mais maintenant, est-ce qu'on va inventer les médecins? On va les nommer. Moi, je pense qu'il faut se demander s'il n'y a pas une crise au niveau des vocations. Combien Parce que quand vous allez... Parce que moi, justement, j'étais à l'hôpital du district de Deido, où j'ai vu que ces nouveaux médecins sont très jeunes. Ils sont jeunes. Ils ont la trentaine à peu près. Ça veut dire que dès la sortie d'école, ils ont été envoyés sur le terrain. Mais seulement, comment expliquer qu'il n'y ait pas suffisamment de spécialistes? Parce qu'il y a aussi ce problème. On ne va pas transformer en spécialiste de la gynécologie obstétrique quelqu'un qui n'était que généraliste. Je pense qu'il y a un problème maintenant de personnel, de ressources humaines qu'il faudrait identifier maintenant et les redéployer. N'oubliez pas que l'hôpital de district de Deido, il y a une quinzaine d'années, n'était qu'un dispensaire. Mais c'est devenu un hôpital district après, maintenant avec une nouvelle technostructure qu'on a mis sur pied. Maintenant, pour équiper, remplir, la pouvoir en spécialiste, je pense que c'est une question de ressources humaines. Ça ne dépend pas seulement des services de santé, mais ça dépend aussi même de l'offre. D'accord. Alors, oui, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je suis très d'accord avec ce que dit. C'est une question de gouvernance aussi. Vous savez nous rappeler que les problèmes que connaît le district central d'Edo, bien d'autres districts sont dans la même situation. Absolument. Oui, mais il faut les adresser. C'est pas parce que les problèmes sont... Justement, c'est une question qui est d'ordre général qu'il faut les adresser par une politique publique intelligente sur la question.
Sur la question de la disponibilité des ressources, il y a de la ressource, mais où est-elle? Elle est à l'étranger. Nous parlons des médecins. On rappelle toujours qu'il y a près de 7000 médecins camerounais dans diverses spécialités, cardiologues, pneumologues, qui sont établis à l'étranger, qui ont été formés par le système éducatif camerounais, mais qui offrent leurs compétences aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, et qui ne sont pas les moins brillants. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, un, ils n'ont pas le salaire qu'ils méritent. Deux, le plateau technique qui est à leur disposition ne leur permet pas d'offrir la compétence, les services de qualité qu'on attend des médecins. Tout cela sont des questions qui doivent être... Et ceux qui veulent s'installer ont des problèmes avec... Absolument. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui doivent être adressés de façon intelligente dans une politique de santé publique conséquente. Quels sont les moyens que nous mettons à la disposition de la santé publique? Est-ce que ces moyens sont suffisants? Est-ce que ces moyens sont à la mesure des problèmes de santé que nous avons? La réponse est non. Ok, alors c'est EcoSanté qui évoque le sujet ce matin. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque. Et la mutation parle donc d'électricité, vivre avec le noir. C'est ce que le journal propose. Si, au-delà de Douala et Yaoundé, où on a quand même un peu d'énergie, il y a bien d'autres localités, bien d'autres régions qui continuent de vivre dans le noir. Oui, c'est un dossier très intéressant que nos confrères de mutation proposent ce matin. Vous savez que depuis plusieurs jours, la capitale économique et les principaux quartiers de Yaoundé, la plupart des quartiers de Yaoundé, Biémassi et tout ce que vous connaissez, sont dans le noir. Alors les conséquences sont très importantes. Vous savez que les élèves ont pris les congés il y a quelques jours, vendredi je crois, mais pour la poursuite, le suivi de leurs études, c'est quelque chose de très difficile. On se souvient d'une époque où on utilisait les lampes dans les villages, mais si en plein cœur de Yaoundé, les élèves doivent se battre avec des bougies, ainsi de suite, c'est extrêmement compliqué. La crise énergétique, c'est une réalité qui est presque banale, même si c'est une crise nationale. Mutation fait ce matin un reportage à Yaoundé, à Bafoussam, à Bertois, les principaux chefs-lieux de région du Cameroun. C'est une crise qui est nationale. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les autres contours de cette question qui est cruciale, à la fois pour l'économie et pour le bien-être social. Oui, Camille Nélé, on a entendu parler du ministre de l'Énergie qui a fait le tour du pays avec beaucoup d'actions, annoncé à grand renfort de publicité. Mais aujourd'hui, on a cru peut-être que c'était la sortie de l'auberge, mais pas du tout. Vous l'avez dit, le ministre a fait le tour du pays dans le cadre d'une opération à grand renfort de publicité. On se demande parfois, quand on arrive à la tête du ministère, si on sait exactement ce qu'on attend de vous. Parce que ce ministre, depuis qu'il est arrivé, entre ce qu'il a fait depuis qu'il est là et ce qu'il a trouvé, ça n'a pas beaucoup avancé. Maintenant, le problème, c'est lequel aujourd'hui? Le titre de mutation, je l'aime bien, le Cameroun dans le noir, avec une carte du Cameroun noir, avec quelques étincelles pour dire que là, par là, quelques points blancs. Ça scintille un peu. Non, c'est dramatique. Le problème est la solution est dramatique. Mais alors, dramatique à tous les niveaux. Au niveau de l'offre même en énergie. Au niveau de l'offre, avec toute cette problématique qui est autour des barrages, maintenant au niveau même de la distribution, la fameuse Sonatrach qui est là, destinée, dont la mission est de distribuer l'électricité, fait-elle convenablement son boulot? Le matériel lui-même de distribution est-il encore un bon matériel? Maintenant, pendant que lui, il a des problèmes avec les fils électriques et tout le reste, il faut aussi changer les poteaux en bois, dont vous connaissez les conséquences. Donc, le problème de l'énergie électrique au Cameroun est crucial et mérite une attention absolument particulière, puisque c'est cette électricité qui tient l'économie, c'est cette électricité qui tient les industries, qui tient les structures économiques, les banques, les assurances et tout le reste, qui font que quand il n'y a pas d'électricité, rien ne marche. Or, malheureusement, il semble que les plus hauts responsables au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie ne donnent pas le maximum de ce qu'on attend d'eux. Alors, le quotidien de jour parle de denrées alimentaires. Ce matin, Donald Biscamga, le pain, le poisson, le plantain plus cher. Oui, le quotidien Le Jour fait ce matin la synthèse d'une note qui a publié il y a quelques jours l'Institut national de la statistique sur le taux d'inflation au mois de février, au mois de mars plutôt, et ce taux d'inflation qui par rapport à celui de février est en hausse, et ça touche directement les denrées de première nécessité, poisson, pain et tout ce que vous pouvez imaginer. Le niveau de vie ne fait que dégringoler, et
les produits de première nécessité, leur prix devient de plus en plus hors de portée d'un bon nombre de citoyens, et c'est préoccupant pour l'INS qui publie ce rapport. Oui, mais vous savez très bien que, par exemple, pour les produits de première nécessité, pour fabriquer du pain, pour faire venir du poisson, vous savez très bien que la Covid aussi est responsable de cette cherté. Mais quand vous regardez, par exemple, le plantain au Cameroun, on peut estimer que ça, c'est une affaire intérieure avec une spéculation qui est savamment mise en marche. Parce qu'il faut aussi le dire, il y en a certains qui se disent que dès qu'il y a une situation qui est tendue, ils peuvent augmenter les prix et ça va apporter un peu plus d'argent. Mais au niveau du pain et du poisson, on connaît les causes. On sait pourquoi le poisson est devenu plus cher aujourd'hui. Comment le maquereau lui-même non seulement est devenu rare, et c'est un maquereau de mauvaise qualité, ou bien c'est un maquereau qui est très très cher. Donc, toutes ces pénuries, toute cette inflation a une explication qui est largement lisible. Très bien. Alors, vision économique, ce matin, Donald Viskanga, vous avez un goût très poussé pour l'économie, on le voit bien. Alors, on parle de financement de l'économie avec le Cameroun qui perd environ 650 millions de francs CFA, d'après la Banque mondiale. C'est une vérité de la palissade. Les rapports de la Caisse autonome d'amortissement sont très expressifs là-dessus, sur la capacité du Cameroun à remplir les conditions de décaissement des fonds chez les bailleurs de fonds. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les FMI qui mettent à disposition du Cameroun les fonds pour la réalisation des projets. Sous certaines conditions, le Cameroun a souvent du mal à remplir les conditions, notamment en matière de maturité des projets, et c'est pour cela que ces fonds, malheureusement, dorment dans les caisses de ces bailleurs de fonds. Merci. Alors, vous n'allez pas vous prononcer puisque nous sommes arrivés à la fin. Caminez-les. Alors, on vous donne rendez-vous demain, il sera 9h20. Ce sera la 3e édition de la semaine. Bonne journée à tous.